Los Alamos, et plus précisément donc Alamogordo, a été en fait le signe avant-coureur tout simplement de la guerre froide. Depuis un an, les Américains estimaient que l'engin explosif ne serait prêt qu'après la capitulation de l'Allemagne. Ils le savaient. Churchill et Roosevelt ont décidé en septembre 1944 que la bombe s'abattrait sur le Japon. Dans l'esprit de Truman et de presque tous ses conseillers, la question de frapper le Japon avec une bombe atomique n'a jamais posé un cas de conscience. Seule comptait la raison d'État. C'est pas ici le sujet, encore une fois, je ferai une ou deux émissions sur le projet Manhattan, c'est promis. Or, de son côté, la France, vainqueur en apparence quand même le 8 mai 1945, était exclue des négociations de Potsdam. La question est de savoir si elle avait eu des nouvelles des bébés. Jean de Hautecloque, l'ambassadeur de France à Ottawa, va adresser le 17 juillet 1945, au lendemain même de la naissance de la bombe atomique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, à la direction américaine, un télégramme qui annonçait la première explosion atomique de l'histoire. Le message disait « considérable et susceptible d'apporter une destruction complète dans un temps minimum sur une très grande étendue de territoire ». D'après la même source, le gouvernement des États-Unis envisagerait d'adresser un ultimatum au gouvernement japonais, l'avertissant de l'usage prochain de cette nouvelle arme si les forces armées nippones ne capitulaient pas sans condition. 2 jours seulement après Nagasaki, le 11 août 1945, à Béthune, le général de Gaulle alerte publiquement les Français que la guerre s'achevait au milieu des ravages les plus terribles. Je cite, « Il est vraiment saisissant que le gouvernement de la République vienne saluer Béthune, héroïque et ravagée, au moment même où les dernières bombes de la guerre mondiale éclatent sur les champs de mort du Pacifique. Les dernières, oui, mais les plus terribles. » Et oui, le général de Gaulle a vécu avec la terreur de la guerre atomique, avec la question « La France pourrait-elle vivre sans la bombe ?» De Gaulle fait un voyage aux États-Unis au lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki. Le chef du gouvernement provisoire de la France va rencontrer pendant 7 heures le président Truman, le secrétaire d'État Byrnes. De Gaulle était tout à ses inquiétudes de Français et d'Européens. Lui, l'ancien sous-lieutenant de Verdun, le prisonnier de la forteresse d'Ingolstadt, le colonel de la 4e division cuirassée impuissante devant les Panzer-divisions, pensait naturellement le monde avec le cadre mental du soldat de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il vivait dans l'obsession du Reich, du Rhin et de la Ruhr. Et sa vision en 1945 reposait sur des choix stratégiques, ancestraux. Truman et Burns vont finir par déclarer, pour mettre un terme final aux préoccupations françaises, je cite, « Les États-Unis disposent d'une nouvelle arme, la bombe atomique, qui fera reculer n'importe quel agresseur. » Et De Gaulle va recevoir ce jour-là, en fait, sa première leçon de ce qu'on appellera plus tard la dissuasion. Et dès son retour d'Amérique, il a voulu définir la conduite à tenir. Le 31 août 1945, une lettre portant l'entête du ministre de la Guerre, adressée à Frédéric Joliot, je cite, « Monsieur le directeur, les récents bombardements par bombe atomique ayant partiellement levé le secret entourant le problème de la désintégration de la matière ont permis de mettre en évidence l'importance capitale de vos travaux sur ce sujet. » C'est probablement donc à la fin août, ou en septembre, on ne sait pas trop, 1945, que Joliot va déclarer à De Gaulle « Je vous la ferai, mon général, votre bombe ». Quand la guerre a été terminée, le débat public grandit en Europe et en Amérique. Qu'est-ce qu'on ferait de la bombe? Les physiciens anglo-saxons vont se placer à la pointe du combat pour réclamer que tout soit divulgué. Quant aux scientifiques français, ils ne se sentaient pas plus en droit que leurs collègues anglais ou américains de cacher des secrets de la nature qui appartenaient en fait à l'humanité tout entière. Mais les autorités américaines vont en fait agir à rebours et préparer très tôt les esprits à la mise en place d'une politique du secret. Le 21 septembre 1945, le général Groves, dans un discours à New York, demande que les États-Unis gardent le contrôle exclusif de la bombe atomique. Le jour suivant, lors d'une conférence de presse, le président Truman annonce qu'il serait le seul à décider de la politique sur le contrôle de l'énergie atomique, carrément. Alors pour celles et ceux qui ont vu le film Oppenheimer, le général Groves, c'est Matt Damon dans le film. Le général de Gaulle va aller lui aussi de son conseil de réserve et de prudence. Joliot, soyez secret. L'opinion américaine va se calquer sur celle, du coup, de ses dirigeants. On va multiplier les sondages et tous vont donner la même orientation. En septembre, à la question de savoir si les États-Unis devaient livrer le contrôle de la bombe aux Nations Unies, imaginez un peu la question, 73% des Américains répondent évidemment non.
Parallèlement, au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste va nationaliser l'atome. L'ambassadeur de France à Londres, René Massigli, va signaler le 15 octobre au gouvernement français que l'État britannique contrôlerait l'atome. L'ambassadeur ne pouvait se douter que la France était à 3 jours, elle, de publier l'ordonnance du CEA du 18 octobre 1945. Les conversations entre anglo-saxons sur la bombe atomique vont aboutir le 15 novembre 1945 à Washington à l'adoption officielle et publique par le président Truman, le premier ministre britannique Attlee et le Canadien Mackenzie King de la politique du secret. Quant aux Français, ils étaient déçus. On se souvient quand même que Sir John Anderson leur avait laissé entendre qu'on trouverait un arrangement, souvenez-vous, après la guerre. Mais dès le 25 mars 1945, Winston Churchill avait adressé une note à Anthony Eden, qui dirigeait le Foreign Office. Je cite, « En toutes circonstances, notre politique doit être de garder l'affaire autant que nous pouvons la contrôler entre les mains américaines et britanniques et de laisser les Français et les Russes faire ce qu'ils peuvent. » Roosevelt, puis Truman et enfin Churchill avaient mis la France hors jeu du club atomique occidental. Pour les deux physiciens, Auger et Joliot, dès la fin de l'année 1945, il n'y avait pas de doute, la France serait un jour membre du club atomique si en fait elle le décidait. Encore fallait-il qu'elle puisse résoudre, souvenez-vous, toujours ce même anthème, si j'ose dire, son approvisionnement en uranium. En 1939, la lettre d'Albert Einstein au président Roosevelt avait clairement indiqué que l'uranium était un minerai très rare. Le rapport officiel du gouvernement américain, rédigé en juillet 1945, rappelait que les très rares gisements d'uranium connus dans le monde, en 1945, se trouvaient dans des lieux très circonscrits. Aux États-Unis, évidemment, dans le désert du Colorado, dans la région du Grand Lac de l'Ours, dans le nord du Canada, à Joachimsthal, en Tchécoslovaquie, et au Congo belge, à cette époque. Il était tentant pour la puissance américaine, dominante, de tirer une conclusion simple. Puisque l'uranium était circonscrit dans d'étroites zones géographiques, il suffisait de s'en assurer le contrôle pour que tout nouveau candidat aux recherches atomiques finalement reste l'arme au pied. Priver les nations d'uranium, c'était en fait la méthode la plus sûre pour empêcher ce qu'on n'appelait pas encore la prolifération nucléaire. À la Libération, les Français ne vont pas tarder à se rendre compte que la diplomatie secrète leur a fait perdre les avantages qu'ils avaient acquis avant-guerre. Souvenez-vous, encore une fois, la France aurait presque pu être la première puissance à avoir l'arme atomique. Le 21 août 1945, l'ambassadeur de France en Belgique, Raymond Brugère, rapportait déjà au ministre des Affaires étrangères que Churchill avait agi dès le milieu de l'année 1943 pour déposséder la France des intérêts qu'elle avait obtenus au Congo belge. De fait, dès le 1er janvier 1942, un accord de principe entre le gouvernement belge en exil et les gouvernements anglais et américains avait été passé à propos de l'uranium du Congo. Encore une fois, vous avez compris, tout se fait à notre nez et à notre barbe, si j'ose dire. Les Anglais et les Américains, ils n'avaient pas fait les choses à moitié, ils avaient pris une option d'achat pour toute la production future.